2 voleurs ont mis au point un mode d'opération terrifiant. Au vol de banque, ils associent l'intrusion dans des résidences privées et la prise en otage des familles de directeurs de banque. Pendant plusieurs années, les agents fédéraux seront sur leurs traces. Et même une fois capturés, les voleurs ne se laisseront pas faire. Ils s'évaderont de façon astucieuse, puis se lanceront dans une nouvelle série de vols, le FBI toujours à leur trousse. Le 28 décembre 1982 à Oklahoma City, Steve Thompson, le vice-président d'une banque, et sa femme Helen rentraient à la maison après une réception des fêtes. Soudainement, une voiture arriva derrière eux. En descendant de voiture et en entrant dans le garage, ils ont crié « Monsieur Thompson, nous sommes du FBI ». Quelques secondes plus tard, nous étions à leur merci. Helen Thompson crut d'abord que les agents avaient fait erreur. Je ne voyais pas pourquoi des agents fédéraux voulaient nous voir et j'avais déjà entendu parler d'erreurs de leur part. J'ai donc regardé l'homme et je lui ai dit « Vous devez vous tromper. Puis-je voir votre carte d'identité ?» Et il a alors sorti une arme. Un des hommes portait une perruque. C'était lui qui semblait être chargé d'imposer son autorité aux victimes. L'autre commandait l'opération. Il y avait forcément quelqu'un d'autre avec eux parce qu'un chauffeur les avait déposés et il était reparti. On n'a jamais revu cette voiture par la suite. Les 2 assaillants forcèrent le couple à entrer dans la maison. Le chef commença à interroger Thompson sur la banque où il travaillait. Celui-ci fut coopératif, car il souhaitait que cette mésaventure se termine sans que quiconque ne soit blessé. Thompson répondit entre autres à des questions sur le système de sécurité complexe de la banque. Il songeait d'abord et avant tout à la sécurité de ses employés. Je ne leur ai pas donné les noms des personnes qui connaissaient les combinaisons. J'ai dit, on va devoir attendre pour voir qui sera là et qui a les combinaisons. Je ne voulais pas mettre en péril la vie de ces personnes. Un homme appela et demanda à parler à l'un des assaillants. Il semblait mettre au point les plans pour un vol le lendemain. Le chef intima à Thompson de suivre ses ordres à la lettre. Il voulait que je le prenne au sérieux. Il m'a dit, si quelqu'un déclenche l'alarme demain, si quelque chose ne tourne pas rond et que des policiers viennent, je vais les tuer. Il a ensuite ajouté, il n'est pas question pour moi de retourner au pénitencier. Les 2 hommes retinrent le couple captif pendant toute la nuit. 1 heure avant l'aube, ils les forcèrent à les conduire à la banque. À 9 heures, ils attendirent ensemble l'arrivée des employés. Un complice était garé devant l'immeuble et surveillait les lieux. Pendant que le vol avait lieu, l'un d'eux était en contact permanent avec quelqu'un au téléphone. Cette personne l'informait du nombre de personnes qui se présentaient à la porte d'entrée principale. L'assaillant savait que seulement certains employés avaient accès au système de sécurité à combinaisons multiples. Ma'am, I need to know, do you have the combination to the safe? No. I need you to come with me. Les employés qui ne connaissaient pas les combinaisons furent envoyés dans les toilettes. Il faut toujours plus d'une personne pour accéder à quoi que ce soit. Nous avions divers systèmes de sécurité dans la chambre forte et plus particulièrement dans celle où nous conservons l'argent liquide. Sir, I need to know, do you have the combination to the safe? Yes, I do. I need you to come with me. Tous ceux qui connaissaient les combinaisons se mirent au travail.
Il tentait de déterminer qui pouvait lui donner accès à ces liquidités. Bientôt, il ne resta plus qu'une seule combinaison à composer avant que les voleurs puissent mettre la main sur un butin de centaines de milliers de dollars. Le voleur à la perruque semblait plus agressif que l'autre. Do what you're told, no one gets hurt. Good, now get in there and fill them up. En moins de 30 minutes, il eut en main des centaines de milliers de dollars. Did you get it? Got it. Come on. I need your keys. Les deux hommes amenèrent Thompson et le gérant dans le local où se trouvaient les autres otages. Il m'a fait entrer dans les toilettes et nous a dit qu'il leur en restait pour 5 minutes, de ne pas sortir pour regarder ce qu'ils faisaient. Et ils sont sortis des toilettes. Mais moi, j'étais persuadé qu'ils fileraient sans attendre. Je n'ai attendu qu'un peu plus d'1 minute avant de sortir. Quand Thompson se fut assuré que les voleurs étaient partis, il demanda au gérant d'appeler les autorités. L'appel fut transmis aux unités de patrouille d'Oklahoma City. Comme le voulait la procédure, on alerta également le FBI. L'agent spécial Mike Cycle prit l'appel. J'ai crié aux autres agents de l'escouade que nous avions un vol de banque sur les bras. Je leur ai dit où c'était arrivé et je leur ai transmis toutes les informations en ajoutant que les voleurs étaient partis. Plusieurs agents ont alors pris la direction de la banque. Les unités de patrouille arrivèrent en premier. Les agents du FBI arrivèrent quelques minutes plus tard. Selon la loi Hobbs, signée en 1946 sur la protection des institutions bancaires aux États-Unis, c'est le FBI qui est chargé d'enquêter sur les vols de banque. Dans ce cas-ci, cela signifiait qu'une force policière de juridiction nationale enquêterait sur ce crime et se mettrait à la recherche des voleurs. Les Thompson racontèrent leur mésaventure qui avait commencé la veille au soir. Il s'agissait d'un crime commis par des professionnels et ceux-ci n'avaient laissé aucun indice. Ces voleurs n'en étaient sans doute pas à leur première expérience. Mais aucun vol de ce type n'avait eu lieu dans la région par le passé. Les agents fouillèrent la base de données du FBI pour voir si un vol du même type avait été commis ailleurs au pays. Ils trouvèrent alors un dossier sur d'autres cas où les voleurs avaient commencé par prendre en otage des directeurs de banque dans leur résidence privée. J'ai sorti ce dossier pour constater que plusieurs de nos bureaux avaient enquêté sur des vols identiques. Je suis alors entré en communication avec eux. Cycle espérait trouver un agent qui connaîtrait les suspects qui avaient volé la banque d'Oklahoma City. Il tomba sur l'agent Steve Chenoweth du bureau du FBI de Phoenix. Cycle lui décrivit le vol qui avait commencé par l'intrusion dans la maison d'un directeur de la banque. Il lui parla des déguisements des voleurs et de leur comportement. Chenoweth mentionna alors les noms de 2 criminels qu'il connaissait, Terry Conner et Joseph Dougherty, et qui agissaient exactement de cette façon. Leur mode d'opération était exactement le même. Quand on m'a informé des détails de cette affaire à Oklahoma City, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient là-dessous. La description des témoins correspondait à celle des 2 suspects. Comme Chenoweth les connaissait bien, on lui confia la responsabilité de cette enquête.
Il savait que Connor et Dougherty s'étaient rencontrés dans une prison fédérale. Terry Connor avait orchestré 3 vols de banque en Arizona. Chaque fois, lui et son complice avaient retenu captifs des employés de la banque pendant la nuit précédant le vol. Joe Dougherty était un gangster de Philadelphie, un type qui ne lâchait pas sa victime, les yeux dans les yeux, avec, par exemple, une arme dans une main et dans l'autre, une note ordonnant à la caissière de lui donner tout l'argent qu'elle avait. C'était un personnage plutôt rustre qui était loin d'avoir l'intelligence de Terry Connor. Connor était un beau parleur et il recrutait aisément des complices. Terry était avant tout un type de la côte ouest. Il venait de la Californie. Nous avons donc concentré nos efforts pour retrouver sa trace en Californie. Les agents entrèrent en contact avec les agents du bureau du FBI de Monterey. Ils transmirent à l'agent spécial Arlen Frymere tout ce qu'ils savaient de Connor. Nos collègues d'Oklahoma City nous ont dit qu'ils croyaient que le suspect avait une petite amie à Pacific Grove, en Californie. Ils croyaient aussi que Connor était peut-être en route vers cet endroit. Ils nous ont demandé d'enquêter de ce côté-là. Les agents repérèrent la maison de la petite amie de Connor. La surveillance de la maison leur permit de croire qu'il y avait peut-être là un lien avec Terry Connor, qu'on croyait avoir été vu pour la dernière fois à Oklahoma City. En vérifiant les lieux, on a aperçu un véhicule devant la maison immatriculé en Oklahoma. On en a avisé les agents du bureau d'Oklahoma City. Ceux-ci n'ont rien trouvé qui indiquait que le véhicule était relié à Terry Connor. Mais ils ont pensé qu'il l'avait peut-être acheté sous un faux nom. Pendant que la petite amie était sortie de la maison, les agents interrogèrent son jardinier. Ils l'encouragèrent à leur dire tout ce qu'ils savaient et à demeurer discret. Ils lui demandèrent s'il avait vu un homme dans la maison. Il leur répondit que non. Toutefois, il avait entendu sa patronne parler d'une rencontre avec Connor la semaine suivante. Les informations que j'ai obtenues étaient assez précises, de sorte que je savais qu'à un moment donné, Terry Connor devait rencontrer sa petite amie quelque part. Je sentais que je tenais presque le suspect. Les agents prirent la petite amie de Connor en filature pendant plusieurs jours pour s'apercevoir qu'il conduisait plusieurs voitures. À son insu, ils installèrent des dispositifs de pistage sur chacune d'elles, reliés aux autos et aux avions du FBI. Ainsi, ils pouvaient savoir où elles se trouvaient, quel que soit l'endroit. Mais le jour où elles devaient rencontrer Connor, le signal disparut. Quand on a perdu le contact avec le véhicule, on a demandé à nos patrouilleurs de se disperser dans toutes les directions afin de le retrouver. La patrouille aérienne nous est venue en aide ce jour-là. Et c'est elle qui a repéré le véhicule sur l'autoroute, de sorte qu'on a pu se diriger par là. Les agents se dirigèrent vers l'endroit d'où émanait le signal. Ils trouvèrent l'auto garée devant un restaurant. Une unité SWAT se mit en attente, à l'affût de quelques signes qui annonceraient le suspect. Entre-temps, un agent du FBI s'assura que le couple ne pourrait utiliser la voiture pour s'enfuir s'il revenait. On a dégonflé les 4 pneus de sorte qu'ils ne puissent pas s'enfuir et l'on a attendu. La plupart des opérations de surveillance exigent de longues heures de travail et sont souvent sans résultat. Mais les agents n'avaient pas le choix. Ils espéraient que le présumé voleur de banque Terry Connor apparaîtrait. Après une prise d'otage suivie d'un vol de banque en Oklahoma, les agents du FBI avaient identifié 2 suspects, Terry Connor et Joseph Dougherty. 2 mois plus tard, et à près de 2400 km de là, à Atascadero en Californie, les agents surveillaient la voiture de la petite amie de Connor dans le stationnement d'un restaurant. Ils croyaient que Connor était dans le secteur et se préparaient à la rencontrer. Les longues heures de surveillance finirent par porter fruit pour l'agent spécial Arlen Frymere.
On a vu Terry Connor arriver en voiture dans le stationnement avec sa petite amie. En général, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais les photos qu'on nous avait envoyées de Terry Connor étaient d'une si bonne qualité qu'on n'a eu aucun mal à l'identifier. On savait donc qu'on était sur le point de terminer notre mission. Comme le suspect était vraisemblablement armé, on laisse à l'escouade tactique prendre les commandes de l'opération. Les agents agirent rapidement, ne laissant pas à Terry Connor le temps de s'enfuir. Après avoir interrogé la petite amie du suspect et estimé qu'elle n'était pas impliquée dans ces crimes, les enquêteurs la remirent en liberté. Les agents constatèrent alors qu'ils avaient doublement bien fait de dégonfler les pneus de la voiture de la petite amie. Juste avant son arrestation, Connor avait ouvert le coffre de la voiture. Sans mandat d'arrêt, on n'aurait pas pu le faire ouvrir s'il ne l'avait pas fait lui-même. Suite à l'arrestation, on a pu voir ce qu'il contenait. Cela nous a été utile car on y a vu un attaché case. On l'a ouvert et on y a trouvé une somme d'argent substantielle. Il y avait près de 40 000 $ en argent liquide, dont les numéros de série correspondaient à ceux des billets volés à Oklahoma City. Les agents trouvèrent également un gros diamant et le reçu d'un bijoutier pour l'acquisition de 6 autres de ces pierres précieuses. Les autorités conduisirent Connor au bureau du FBI de Monterey, où on l'accusa du vol d'Oklahoma City. L'agent Steve Chenoweth apprit qu'on avait arrêté Connor, mais que Dougherty courait toujours. Même si on cherchait 2 personnes, on n'était plus qu'heureux d'apprendre qu'au moins une d'entre elles avait été arrêtée. Nous étions cependant déçus d'apprendre que Joe n'avait pas été retrouvé. Mais le fait qu'on détenait Terry Connor signifiait que nous avions au moins résolu la moitié du problème. Il nous restait maintenant à retrouver Joe. Chenoweth savait que Joe Dougherty continuerait de voler des banques comme il avait appris à le faire avec Connor. Mais sans ce dernier pour lui tenir la bride, Dougherty était plus dangereux que jamais. Terry, c'était le cerveau. C'était lui qui prenait toutes les décisions. Joe, qui était plus enclin à la violence, était maintenant le chef des opérations. Si la maîtrise de la situation lui échappait, il n'y aurait peut-être personne à ses côtés pour le calmer. Pendant 8 mois, on n'eut aucun signe de Dougherty. Puis, à Phoenix, la veille du jour de l'année où les magasins sont les plus achalandés et où les banques sont pleines d'argent, le vice-président d'une banque en banlieue rentra chez lui avec sa famille après le repas de fête de l'Action de grâce en compagnie de ses parents. La maison semblait avoir été cambriolée. Les intrus étaient toujours là. Les 2 voleurs gardèrent le banquier et sa famille captifs toute la nuit. Quelques heures avant l'aube, Joe Dougherty et son nouveau complice étaient prêts à dévaliser une banque. Ils s'y rendirent à bord de la voiture du vice-président de la banque et se servirent de ses enfants comme d'une garantie pour s'assurer que le banquier leur obéirait. Dougherty ne déposa jamais son arme. En moins de 2 heures, ils se rendirent à la banque, vidèrent les coffres et prirent la fuite avec 270 000 $ en argent liquide, laissant la famille traumatisée, mais indemne. Le vol avait eu lieu dans la ville natale de l'agent en chef responsable de l'affaire Dougherty. Quand Steve Chenoweth apprit la nouvelle de ce crime, il eut le sentiment d'en connaître déjà l'auteur. J'ai tout de suite pensé à Joe Dougherty, mais je n'en ai été convaincu qu'après avoir interrogé les victimes et obtenu d'elles sa description physique.
Ne sachant trop si Dougherty avait voulu le défier en volant une banque dans sa ville natale, Chenoweth se rendit à la maison du banquier pour en apprendre plus sur la nuit terrifiante que sa famille et lui avaient passée sous la menace d'une arme à feu. La plupart d'entre nous ne vivront jamais une telle situation. Passer toute une nuit comme ça avec ses 2 enfants, c'est sûrement très traumatisant. Ils étaient heureux que tout cela soit terminé et ont été ravis de nous voir arriver. Le banquier décrivit les assaillants, ajoutant que, à l'évidence, ils portaient tous 2 des perruques. Selon lui, le plus gros des 2 semblait être le chef. La description physique du chef était le portrait tout craché de Joe Dougherty. J'ai donc compris que nous avions affaire à lui. Mais une fois encore, quelqu'un d'autre était mêlé à cette affaire. Et nous ne connaissions pas l'identité de ce complice. Les membres de la famille décrivirent le caractère des 2 voleurs. Dougherty et son complice étaient menaçants et leur comportement était plus imprévisible que lorsque Dougherty se trouvait avec Connor. Comme par le passé, les voleurs n'avaient laissé aucune piste. 6 mois plus tard, à près de 1500 km de là, soit à Reno au Nevada, la police appela le FBI à propos d'un autre vol de banque. De nouveau, le coup avait été précédé d'une prise d'otage la veille au soir. Mais cette fois, les voleurs avaient été plus violents. Ils avaient apporté une bombe. Ils avaient attaché le dispositif au corps de l'employé de la banque en lui disant qu'il s'agissait d'explosifs. S'il n'obéissait pas à leurs ordres, il le ferait exploser. C'était assez pour terrifier le pauvre homme, et il obéirait à coup sûr. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de piège, le spécialiste en explosifs de la police de Reno enleva les explosifs sur l'employé de banque et le fit sortir de la salle des coffres-forts pour sa sécurité. L'expert coupa ensuite le contact. Plus tard, il constata qu'il s'agissait d'une fausse bombe. L'employé de la banque déclara aux agents du FBI que sa famille et lui avaient été retenus captifs sous la menace d'une arme à feu toute la nuit par 2 hommes portant perruque et complet cravate. Quand on lui montra la photo de Joseph Dougherty, il déclara qu'il ressemblait à l'un des 2 hommes. Des témoins avaient aperçu une berline blanche immatriculée dans l'État de Washington fuir les lieux après le vol. Les agents fouillèrent le secteur. Ils trouvèrent le véhicule abandonné à moins de 200 mètres du bureau du FBI de Reno. Encore une fois, Dougherty semblait mettre le FBI au défi. La voiture était immatriculée au nom d'un homme de Spokane dans l'État de Washington. Interrogé à ce sujet, l'homme déclara qu'il l'avait vendue à un individu dont la description correspondait à celle de Dougherty ainsi qu'à une femme enceinte. Selon toute probabilité, c'était la petite amie de Dougherty. Pour les aider à capturer le couple, les agents firent appel aux marshals. Ceux-ci retracent les voitures et les personnes qui se déplacent d'État en État. Le marshal Denny Barrent croyait que les voitures utilisées par Dougherty seraient l'élément clé qui permettrait de le retrouver, lui. Joseph Dougherty était un fugitif très rusé. Il changeait aussi souvent de voiture que certaines personnes changent de chaussettes. Il achetait une voiture, la revendait parfois aux anciens propriétaires ou encore à des vendeurs de voitures d'occasion. Les marshals remontaient minutieusement la piste complexe de toutes ces voitures achetées les unes après les autres et sous différents noms d'emprunt lorsque la chance leur sourit enfin. Un homme dont le nom était l'un des pseudonymes de Dougherty avait fourni une adresse en Idaho après avoir eu un accident routier. Comme la maison semblait abandonnée, les marshals interrogèrent les voisins. Une femme reconnut immédiatement le voleur, mais elle ne le connaissait que sous son nom d'emprunt. Elle déclara qu'il avait l'habitude assez étrange de s'entraîner au tir dans son jardin.
Elle dit au marshal que sa petite amie et lui, ainsi que leur nouveau-né, avaient récemment déménagé. Après avoir obtenu l'autorisation de consulter les registres des entreprises de déménagement des environs, les marshals purent établir que la petite amie de Dougherty avait loué un camion sous un nom d'emprunt et qu'elle s'était rendue au Colorado. L'entreprise de déménagement donne à l'adresse de sa destination, une maison située en montagne près de Denver. Les agents du FBI, secondés par les marshals, mirent la maison sous surveillance à partir de la forêt qui l'entourait. Comme la vie d'un nouveau-né était en jeu, il devait se montrer particulièrement prudent. Ils aperçurent la jeune femme quitter la maison avec un homme qui n'était pas Dougherty. Les marshals ne parvinrent pas à déterminer si elle avait l'enfant avec elle. Ils les prirent en filature jusqu'en ville et les virent entrer dans un magasin sans l'enfant. J'ai alors dit à mes hommes, allez jusqu'à leur voiture. Elle est garée dans le stationnement du centre commercial et essayez de voir si le bébé se trouve à l'intérieur. Ils ont alors communiqué avec moi pour me dire que le bébé ne se trouvait ni dans la voiture, ni dans les bras de l'un des deux suspects. Cela signifiait que le bébé était toujours dans la maison. Dans la maison, sans doute avec Joseph Dougherty. Depuis 2 ans, Dougherty avait toujours eu une longueur d'avance sur les policiers. Cette fois-ci, il croyait bien pouvoir enfin procéder à l'arrestation de ce dangereux voleur. Mais dans ce genre d'opération, les choses se passent rarement comme prévu. 2 ans après le vol d'une banque à Oklahoma City par Terry Connor et Joseph Dougherty, Connor avait été capturé. On l'avait reconnu coupable d'un vol de banque à main armée et condamné à 25 ans d'emprisonnement. Le FBI croyait que son complice, Joseph Dougherty, avait continué à prendre des otages et à faire d'autres vols de banque. Maintenant, les agents espéraient l'avoir enfin piégé dans une maison au Colorado. Plus tôt le même jour, ils avaient arrêté la petite amie du fugitif ainsi que l'un de ses complices. Elle confirma que Dougherty se trouvait bien à la maison avec leur enfant. Elle ajouta qu'il était armé. Une unité SWAT prit position en éventail autour de la maison. Copy number 2. Number 3, are you in position? Same thing is moving around. Parmi les hommes se trouvait le marshal Denny Barrent. Joseph Dougherty est sorti de la maison et on a pu l'identifier formellement. Il a brandi un Magnum 357 et a commencé à tirer en direction de la forêt. Mais Dougherty ne semblait pas viser les agents. L'unité SWAT ne devait pas riposter. J'ai dit aux hommes de s'accroupir. Ne ripostez pas, ai-je ajouté, à moins que votre vie ne soit menacée. Le marshal se rappelait cette voisine de Dougherty en Idaho qui avait déclaré que celui-ci avait l'habitude de tirer au hasard dans son jardin. Selon toute vraisemblance, Dougherty ignorait qu'il était surveillé. Les membres de l'unité devaient régler cette situation sans violence. Un négociateur du FBI appela à la maison. Le négociateur nous a dit qu'il avait établi le contact, mais que la personne qui avait répondu avait raccroché. C'était un homme. Les tireurs d'élite étaient prêts à passer à l'action, mais ils devaient attendre les ordres.
On devait prendre en compte la sécurité du bébé et des autres personnes qui se trouvaient peut-être dans la maison et dont on ignorait la présence. They've seen him go past the window several times. They see the baby. Has anybody caught sight of the child? Anybody seen the child? Toutefois, les hommes devaient être prêts à riposter si Dougherty faisait feu sur eux. Again, try to get him on the phone. Stand by, be ready. Le négociateur rappela à la maison. Il annonça aux fugitifs que sa petite amie et son complice avaient été arrêtés. Il lui demanda de prendre en considération la sécurité de son enfant et de se rendre de son plein gré. All right, guys, he hung up. Let's move in. Move to the front now. Par la fenêtre, les hommes le virent s'approcher de la porte. Back up on my command. Back up now. Back up. Come on. Hands up. Come on. On the ground. Now. All the way. Flat down. Arms out. All the way down. Cuffing. Il n'opposa aucune résistance. Après avoir mis le bébé en sécurité, on a fouillé la maison et on y a découvert 16 armes à feu, notamment 2 fusils d'assaut tactiques 308. Ces armes étaient toutes cachées, toutes chargées et prêtes à l'aider à assurer la défense de cette maison. Dougherty fut inculpé et mis en détention dans l'attente de son procès à Oklahoma. Près d'un an et demi plus tard, le 19 juin 1985, 2 marshals firent monter Terry Conner et Joseph Dougherty à bord d'un véhicule et se dirigèrent vers le palais de justice d'Oklahoma City. Dougherty devait subir le premier de 4 procès, celui-ci pour le vol de banque et la prise d'otage à Oklahoma City 3 ans plus tôt. À titre de témoin, il avait assigné à comparaître son complice, Terry Conner. Sur une route isolée, les 2 hommes passèrent à l'action à l'aide d'outils obtenus par le biais de la contrebande en prison, une clé de menottes et une lame de rasoir. Il n'avait jamais eu l'intention de se rendre au palais de justice. Ils s'emparèrent des armes des marshals. Ils leur ordonnèrent ensuite de ranger le véhicule. Ils les forcèrent à entrer dans les bois. Les 2 criminels feraient tout pour ne pas perdre leur liberté et rien ne semblait vouloir les arrêter. Le 19 juin 1985, 2 voleurs de banque, Terry Conner et Joseph Dougherty, avaient échappé à 2 marshals pendant qu'on les transportait vers Oklahoma City où Dougherty devait comparaître. Les fugitifs menottèrent les 2 marshals à un arbre et leur prirent leurs armes, leurs insignes, ainsi que leur véhicule. Ils pouvaient maintenant se déplacer aisément. De plus, ils étaient armés et pour l'heure, personne ne savait qu'ils s'étaient échappés. Ils disposaient d'une avance d'une quinzaine de minutes avant que les marshals ne se libèrent et signalent leur fuite. À la cour d'Oklahoma City, l'agent spécial Steve Chenoweth fut consterné en apprenant la nouvelle.
Je me suis d'abord dit que c'était impossible. On avait mis tant d'efforts dans cette affaire, depuis toutes ces années. Que tout s'écroule ainsi, en l'espace d'un instant, nous a fichu un sacré coup. Des caméras de sécurité fournirent des images d'autres crimes de Connor et Dougherty lorsqu'ils dévalisèrent deux petites banques de St. Louis. Les agents croyaient qu'ils avaient sans doute eu besoin d'argent pour reprendre leur vie d'avant. Après leur évasion et le vol des deux banques à St. Louis, ils disposaient d'environ 30 000 $ en argent liquide. Nous savions qu'ils allaient frapper une autre banque après avoir pris un gérant de banque et sa famille en otage. On savait en tout cas que les chances que cela se reproduise étaient très grandes et que ça pouvait devenir violent. 2 mois plus tard, la police de West Allis au Wisconsin reçut un appel à propos d'un vol de banque. Les voleurs avaient emporté avec eux un butin d'1 demi-million de $. C'était le vol de banque le plus important dans l'histoire de cet État. Le mode d'opération des voleurs était pas trop familier. Le président d'une banque et sa femme avaient été retenus captifs par 2 hommes. Avec l'aide d'un complice qui faisait le guet, ceux-ci avaient ensuite dévalisé la banque. On put déterminer que Connor et Dougherty s'étaient trouvés sur les lieux en relevant leurs empreintes digitales. La police fit appel au bureau du FBI du Wisconsin. L'agent spécial Dan Kraft fut assigné à cette affaire. En lisant les dépositions des témoins, il constata que les fugitifs étaient de plus en plus audacieux, ne prenant même plus la peine de se déguiser. Ils n'ont rien fait pour cacher leur identité, même s'ils n'ont pas eu l'audace de dire comment ils s'appelaient. Terry Conner a mentionné à la femme du président de la banque que le FBI saurait qui ils étaient. En raison de la menace que représentaient Connor et Dougherty, on ajouta leur nom à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. La couverture médiatique qui s'ensuivit permit d'obtenir de nombreuses pistes. Un appel en particulier mena les agents à un homme qui avait peut-être servi de guetteur aux 2 complices lors du vol de la banque au Wisconsin. Les agents diffusèrent à toutes les unités de patrouille la description de sa voiture. Quelques jours plus tard, un patrouilleur de l'État l'arrêta et appela le FBI. Après qu'on eut identifié l'homme, on le conduisit au bureau du FBI. Nous avions un mandat d'arrêt fédéral contre lui à St. Louis, car il avait violé les conditions de sa libération conditionnelle. On l'a donc arrêté et conduit au bureau du FBI. L'homme commença par refuser de répondre aux questions des agents à propos de Connor et Dougherty. On a parlé avec lui sans relâche pendant 5 jours. Ce n'était pas aussi spectaculaire que les interrogatoires qu'on voit à la télévision et où les policiers ne lâchent pas le suspect. C'était simplement une conversation entre 2 hommes. Finalement, Kraft eut le dessus. Mais l'homme avait peur d'affronter Connor et Dougherty en cours. Il a dit « Je veux bien collaborer, mais je ne veux pas témoigner en cours ». Je l'ai rassuré en lui répondant qu'il n'aurait pas à le faire. On a déjà tout ce qu'il faut contre eux, ai-je ajouté. Je veux simplement que vous me parliez de leur façon de penser. Je veux savoir comment ils s'y prennent pour le faire, de sorte que je puisse avoir une longueur d'avance sur eux. Le suspect accepta de parler en espérant que sa peine soit réduite. Il raconta à Kraft comment Connor et Dougherty choisissaient les banques qu'ils dévalisaient, comment ils se déplaçaient et comment ils communiquaient entre eux par le biais de comptoirs de réception d'hôtels. L'un d'eux appelait pour effectuer une réservation au nom d'un gardien de prison qu'ils avaient connu tous 2. L'autre appelait ensuite et demandait si cette personne était arrivée. L'opératrice leur disait alors « Non, monsieur Untel n'est pas encore arrivé ». Il disait « Puis-je lui laisser un message ?» Le complice appelait plus tard à ce même hôtel et prenait ses messages. Ainsi, ils pouvaient communiquer entre eux sans laisser de traces. L'information la plus importante que révéla l'homme était le nom d'un autre individu qui avait aidé Connor et Dougherty à voler les banques par le passé. Il s'appelait John Harris.
Les agents le trouvèrent à Tucson, en Arizona. En le surveillant, ils l'aperçurent en train de faire des appels et d'en recevoir à un téléphone public. Après avoir obtenu un mandat, ils mirent la ligne sous surveillance. Harris parlait à Connor et Dougherty. On espérait, grâce à cette surveillance, trouver d'où provenaient ces appels et, en enquêtant dans ces secteurs, retracer les suspects. Les agents découvrirent que les fugitifs appelaient de Chicago, où ils planifiaient un autre vol. L'agent spécial George Spinelli du bureau du FBI de Chicago distribua des photos des fugitifs aux hôtels de la région. Une femme déclara avoir aperçu un client qui ressemblait à Joseph Dougherty, même si ce nom ne figurait pas sur le registre de l'hôtel. En regardant le registre, j'ai vu un nom d'emprunt qu'avait utilisé Connor dans le passé. Je me suis alors dit que nos deux fugitifs, qui se trouvaient sur la liste des hommes les plus recherchés, se trouvaient peut-être dans cet hôtel. L'agent Steve Chenoweth prit un avion pour Chicago et rejoignit les autres agents à l'hôtel. Le client qui ressemblait à Dougherty semblait avoir réglé sa note. Les agents surveillèrent alors la chambre où Connor logeait vraisemblablement. S'il se trouvait à l'intérieur, on devait le faire sortir pour éviter une confrontation. On était très inquiets parce que cela pouvait dégénérer, d'autant plus que Connor avait juré de ne jamais se faire capturer en vie. On a donc pris toutes les précautions possibles. Une équipe d'arrestation mit au point une opération qui aurait lieu dans le stationnement de l'hôtel. Finalement, un agent du FBI aperçut quelqu'un sortir de la chambre. C'était Connor. Il était seul. Les agents demandèrent à l'unité SWAT de procéder à son arrestation. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. On a immédiatement mis la main sur lui. Même si l'on n'avait pas vu Joe Dougherty, il semblait être dans les parages et s'être rendu compte de la présence des policiers. Quelqu'un a appelé la réception pour demander ce qui se passait. C'était un homme, peut-être un des clients de l'hôtel. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de Dougherty. Il tentait de savoir ce qui s'était produit. Les agents fouillèrent tout le secteur, mais ne trouvèrent pas Dougherty. Celui-ci commettrait certainement d'autres vols avec un nouveau complice dès qu'il en aurait la chance. Cet homme n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait faire un vol par lui-même. Il devait trouver quelqu'un pour l'aider. Les agents du FBI croyaient qu'il appellerait alors John Harris. Ils apprirent que ce dernier avait pris l'avion pour San Francisco. Une fois encore, ils le virent utiliser régulièrement un téléphone public. Ils firent mettre cette ligne sur écoute. Environ une semaine plus tard, il a reçu un appel de Joe Dougherty. Dougherty disait appeler de St. Louis. Et pourtant, les techniciens du FBI n'arrivaient pas à situer l'appel hors de San Francisco. On s'est alors aperçu que Dougherty ne se trouvait pas du tout à St. Louis. Il était dans le même secteur que nous. Les agents se rendirent compte que, de fait, Dougherty surveillait son complice pour voir s'il était suivi. Il fallait espérer qu'il n'ait pas repéré les agents civils. Croyant que son complice et lui n'étaient pas suivis, Dougherty donna rendez-vous à Harris le lendemain matin à San Francisco. Les agents arrivèrent sur les lieux tôt et virent arriver Dougherty comme prévu. Et c'est alors qu'on a vu tout un groupe d'agents du FBI qui en avaient plein le dos de cette poursuite sauter littéralement sur Joseph Dougherty. Et c'est ainsi que se sont terminées cette saga et cette poursuite. Après une chasse à l'homme qui avait duré plus d'1 an à l'échelle du pays,
Terry Conner et Joseph Dougherty, ont été jugés pour leurs crimes les plus récents. Ils ont écopé chacun de 2 peines d'emprisonnement à vie, plus 139 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Ils se trouvent maintenant dans 2 prisons fédérales différentes. Leur collaboration est finie à jamais. Au milieu des années 90, une bande de voleurs professionnels multiplie les hold-up dans plusieurs villes de 7 États américains. Les voleurs échappent à la police en se déguisant et en agissant rapidement. Ils s'emparent ainsi de centaines de milliers de dollars, laissant chaque fois une bombe derrière eux pour terroriser leurs victimes. Sans aucune piste et avec peu d'indices, le FBI devra trouver ces bandits avant que quelqu'un ne soit tué. En 1994, les habitants d'Ames en Iowa, une petite ville universitaire, avaient une vie paisible. De nombreuses personnes avaient été amenées à s'installer à Ames en raison du faible taux de criminalité de cette localité. À 10h30 le 25 janvier, 2 hommes firent irruption dans une banque. Ils portaient des cagoules et tenaient en main des pistolets semi-automatiques. Ils forcèrent tout le monde à se coucher au sol. Une caissière déclencha le système d'alarme silencieux à leur insu. C'est le bureau du FBI de Des Moines qui fut avisé du vol en cours. Cette agence est responsable des crimes mettant en jeu les sommes d'argent assurées par le gouvernement fédéral. Les agents partirent sur le champ, mais ils étaient à 50 km de la banque. Les voleurs vidèrent rapidement les tiroirs-caisses. L'un d'eux sortit alors ce qui semble être une bombe. Il déclara à la ronde que si quelqu'un bougeait au cours des 5 prochaines minutes, la bombe exploserait. Les employés et les clients de la banque sortirent de l'immeuble dès qu'ils le purent. La police interdit l'accès à la banque pendant que des experts en explosifs travaillaient à l'intérieur. Ceux-ci constatèrent que l'engin explosif n'était en fait qu'une manœuvre de diversion. Il s'agissait de 2 fusées éclairantes retenues par du ruban adhésif. Les employés racontèrent comment l'un des hommes avait plongé par-dessus le comptoir pour s'emparer de l'argent. Les hommes avaient volé plusieurs milliers de dollars et toute l'opération du début à la fin n'avait pas pris 5 minutes. Les agents interrogèrent les témoins. Ceux-ci déclarèrent que les voleurs se parlaient parfois en espagnol. Grâce à la caméra de surveillance, on put disposer de photos du vol.
Le visage des assaillants était dissimulé par des cagoules. Mais au moins, les enquêteurs disposaient d'images de leur déguisement et de leurs armes, des pistolets semi-automatiques de 9 mm. Comme les voleurs portaient tous des gants, ils n'avaient laissé aucune empreinte digitale. À l'aide de rubans électrostatiques, les experts recueillirent l'empreinte d'une chaussure sur le comptoir. En raison des précautions prises par les bandits, on ne pouvait les identifier. L'agent spécial Ken Moore, du bureau du FBI de Des Moines en Iowa, vit tout de suite qu'il s'agissait là du travail de professionnels. Aujourd'hui, la plupart des voleurs de banque entrent discrètement. Ils s'adressent à une caissière et effectuent le vol aussi silencieusement que possible. Mais ces individus étaient entrés avec fracas et ils avaient agi rapidement. L'agent Moore souhaitait arrêter des suspects le plus vite possible, mais le FBI ne disposait d'aucun indice valable sur l'identité des auteurs de ce crime. Quelques semaines plus tard, le bureau de Des Moines reçut un communiqué. On y faisait état d'un vol de banque commis le 15 février à Davenport. Les agents contactèrent le bureau de Davenport pour voir si ce vol pouvait avoir été apparenté à celui de Ames. On leur décrivit les deux hommes portant des cagoules et des imperméables noirs qui avaient fait irruption dans une banque de Davenport. Les bandits avaient échangé quelques mots en espagnol comme ceux de Des Moines. Ils avaient également sauté par-dessus le comptoir pour vider les tiroirs-caisses. Mais il y avait une différence entre les deux affaires. Cette fois, les voleurs avaient laissé une vraie bombe, un tube explosif. Heureusement, il n'y avait aucun détonateur. Désarmer cette bombe ralentit toutefois l'enquête. Au cours des 4 mois suivants, les villes de Cincinnati, Green Bay et Kansas City furent le théâtre de crimes semblables. Il y avait toujours plusieurs ressemblances entre les vols. Le groupe avait choisi 2 régions pour perpétrer ces vols, le Midwest et l'Ohio. On essayait de trouver un lien logique entre ces 2 régions et de découvrir pourquoi ils s'y prenaient toujours de la même façon. Les vols étaient systématiquement commis entre 10 et 11 heures du matin, alors que les clients étaient moins nombreux. Chaque fois, les bandits prenaient la fuite moins de 5 minutes plus tard, laissant toujours une bombe inoffensive derrière eux. Leur terrain de manœuvre était si vaste que les agents ne pouvaient prévoir où ils frapperaient la prochaine fois. Le FBI devait trouver des indices pour se mettre sur la piste de suspects. Le 8 juin 1994, les bandits s'attaquèrent à une banque de Springdale en Ohio. Ils prirent la fuite avec 11 000 $. Un témoin les vit quitter les lieux à bord d'une Chevrolet brune. Le 17 juin, un gardien de sécurité trouva étrange qu'une voiture ne quitte pas le stationnement de son entreprise pendant toute une semaine. Il vit à l'intérieur un balayeur radar. Il remarqua également un téléavertisseur et un billet de 20 $ taché. Un policier de Springdale se rendit sur place pour effectuer les vérifications d'usage. Il commença par chercher le nom du propriétaire du véhicule. Il força la porte du coffre à gants. Une grenade en tomba. On découvrit par la suite qu'il s'agissait d'un explosif inoffensif. La présence de cette grenade laissait toutefois présumer que la voiture était reliée au voleur de banque. Par le numéro de série du véhicule, les agents retrouvèrent le concessionnaire qui l'avait vendu. Ils interrogèrent le vendeur qui avait fait la transaction. Elle avait été vendue moins de 2 semaines plus tôt, mais malheureusement, le vendeur fut incapable de fournir une description de l'acheteur. Après toutes ces impasses, la pression se faisait plus forte sur les enquêteurs. Nous étions déçus parce que ces vols devenaient de plus en plus violents. Les voleurs étaient de plus en plus audacieux. Ils brandissaient leurs armes, ils effrayaient les employés, ils faisaient peur aussi aux clients et laissaient leurs fausses bombes.
Nous étions donc très déçus et très préoccupés. Le 27 décembre, les bandits terminèrent l'année en commettant leur 12e vol en autant de mois. Ils s'attaquèrent à une banque près de Saint-Louis. Cette fois, ils étaient 4. Ça nous a inquiétés parce qu'à 4, ils pouvaient s'emparer littéralement de la banque et entrer certainement dans la chambre forte. À 4, on peut faire un tort considérable. Lors du vol de Saint-Louis, des passants aperçurent les voleurs mettre leur cagoule avant d'entrer dans l'immeuble. Une caissière eut le temps de voir le visage de l'un d'eux à l'intérieur de la banque. Ces témoins aidèrent des dessinateurs du FBI à dresser le portrait des suspects. Le FBI distribua ces croquis aux autres services de police ainsi qu'aux médias. On espérait que quelqu'un se manifesterait à la police. Suite à la diffusion de ces portraits au bulletin de nouvelles, le bureau du FBI reçut des centaines d'appels. Les agents suivirent toutes ces pistes, mais ils n'obtinrent rien de valable. Les voleurs contactèrent eux aussi les médias. Ils envoyèrent des lettres et des caricatures aux journaux. Ils tournaient les agents fédéraux en ridicule en se moquant de leurs vaines tentatives pour les capturer. Dans une de ces lettres en particulier, le groupe se surnomma les voleurs de banque du Midwest. Les bandits laissèrent un autre message aux autorités dans l'une des voitures qui leur avait permis de s'enfuir. Un enquêteur fouillait un véhicule ayant servi lors du vol de la banque près de Saint-Louis quand il trouva sur le siège avant une coupure de journal à propos de Timothy McVeigh, l'auteur de l'attentat à la bombe d'Oklahoma City. En moins de 2 ans, les bandits s'étaient attaqués à pas moins de 15 banques partout dans le Midwest. À la fin du mois d'août 1995, les agents du FBI de 7 États américains et ceux du quartier général se rencontrèrent à Louisville, au Kentucky. Tous les bureaux travailleraient désormais de concert pour identifier et arrêter les suspects. Toutes les informations et les pistes transiteraient par un seul bureau avant d'être relayées aux autres. L'agent spécial Moore de Des Moines était le pivot de l'enquête. Cette rencontre a eu pour effet que tous les agents sont retournés chez eux pour examiner les dossiers et voir si quelque chose ne leur aurait pas échappé ou s'il ne contenait pas une piste qui pourrait nous aider à identifier les voleurs. L'agent spécial et superviseur David Welker tomba alors sur une information fournie par téléphone à son bureau de Cincinnati après un vol en juin 1994. L'informateur avait donné le nom des 2 chefs des voleurs de banque du Midwest, Peter Langen et Richard Guthrie. Nous avons alors constaté que ces individus avaient des antécédents judiciaires. En remontant cette piste, on a appris qu'ils avaient été arrêtés en Géorgie pour le vol d'une pizzeria. Nous avons découvert que les services secrets américains avaient enquêté sur Langen suite à des menaces faites au président du pays. Au moment de l'arrestation, la police avait saisi des fusils semi-automatiques et des grenades, des armes semblables à celles qu'utilisaient les voleurs de banque. Le suspect avait été incarcéré pendant une courte période avant d'être remis en liberté. L'agent Welker parvint à obtenir des photos des 2 hommes. Il les compara ensuite aux portraits dressés après les vols de Saint-Louis. Ils se ressemblaient tellement que c'en était troublant. On aurait presque dit que le dessinateur s'était servi de ces photos pour faire les portraits. On connaissait donc maintenant le nom des voleurs. Les agents du FBI à leur poursuite allaient bientôt découvrir qu'ils avaient des dessins beaucoup plus noirs que de simples vols de banque. En 1995, le FBI était à la recherche de voleurs de banque du Midwest américain. La veille de l'Action de grâce, les 4 hommes s'attaquèrent à une autre banque de Saint-Louis. C'était leur 21e vol. Ils portaient tous des casquettes de l'ATF, comme en portent les agents fédéraux du Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu.
Ils laissèrent comme d'habitude un tube explosif derrière eux. Aucune de leurs bombes n'avait explosé. Elles n'avaient pas de détonateur, ou alors c'était de fausses bombes. Maintenant, les agents savaient comment les désamorcer eux-mêmes. Il n'était plus question de laisser ce subterfuge faire perdre du temps aux enquêteurs. L'agent spécial et superviseur David Welker du bureau de Cincinnati connaissait le nom de 2 des voleurs. Mais Peter Langen et Richard Guthrie vivaient dans la clandestinité. Ils n'apparaissaient que lorsqu'ils attaquaient une banque. À l'évidence, on avait identifié les vrais voleurs. On essayait d'obtenir le plus de renseignements possible à leur sujet et savoir qui ils fréquentaient. Mais l'aspect le plus intéressant pour nous, c'était qu'on avait enfin une piste à suivre. Depuis le début de l'enquête, l'informateur qui avait fourni les noms des suspects avait quitté l'Ohio. L'agent spécial Ed Woods du bureau du FBI à Cincinnati retrouva sa trace en Géorgie où il vivait désormais avec sa nouvelle femme et leur enfant. Cet individu avait déjà été un complice de Langen et de Guthrie et il avait abandonné ce genre de vie pour repartir à zéro. Je crois qu'il était vraiment prêt à mettre ce passé derrière lui. Quand je l'ai interrogé, il a donc été très coopératif. L'informateur avait rencontré Langen en 1991 lors d'un rassemblement pour la suprématie des Blancs. Ils avaient les mêmes croyances quant à la suprématie de leur race et méprisaient le gouvernement. Un an plus tard, Langen avait parlé de son intention de fonder l'armée de la République aryenne. Il voulait faire une révolution contre Washington et les agences fédérales comme le FBI et l'ATF. Langen s'inspirait ainsi d'un groupe de terroristes se faisant appeler The Order. Ce groupe avait financé ses projets racistes en s'accaparant de 4 millions de dollars par des hold-up de banques et de fourgons blindés. Ce soir-là, Langen avait présenté Guthrie comme étant son compatriote. 2 mois avant le premier vol de banque, ceux-ci avaient demandé à l'informateur s'il souhaitait devenir membre de leur armée. Celui-ci avait décliné leur offre. Il avait toutefois accepté de participer à leur activité. Ce témoin nous a permis de connaître en détail leurs activités. Il nous a dit par exemple comment ils planifiaient méticuleusement les vols de banque. Et de plus, il nous a appris que leurs activités ne se limitaient pas à des vols et à des projets criminels, mais qu'également, elles s'inspiraient du racisme et prônaient la suprématie de la race blanche. L'informateur avait aidé Langen à organiser le vol de la banque de Springdale en Ohio. Mais avant ce vol de juin 1994, l'informateur avait décidé de rompre ses liens avec le groupe de voleurs. Sa participation était assez importante pour qu'il soit accusé de complicité. Le FBI promit de laisser tomber les charges contre lui s'il collaborait avec les agents. On était fin prêt à capturer Langen et Guthrie. Quand on a pu établir qu'ils avaient dissous d'autres organisations racistes pour former la leur, notre enquête est devenue encore plus complexe. L'agent Welker croyait que ce n'était qu'une question de temps avant que les voleurs de banque du Midwest ne transforment leurs préjugés racistes en actes de violence. Le groupe refit surface à Cincinnati en s'attaquant à une autre banque en décembre 1995. Au cours de leur fuite, l'un d'eux se cogna sur une adolescente. Il lui réclama alors son sac à main, mais elle refusa. En entendant le bruit d'une sirène qui approchait, le voleur prit la fuite sans insister. Croyant que les bandits étaient toujours dans le secteur, l'agent Welker fit venir l'informateur à Cincinnati. À son arrivée, on lui demanda d'adhérer à nouveau au groupe raciste, ce qu'il accepta.
Les agents lui dirent d'alerter le FBI par téléavertisseur dès qu'il aurait repris contact avec les suspects. Après plus d'une semaine, les agents n'avaient toujours pas de nouvelles de lui. La situation était exaspérante. Il était là depuis 1 semaine et demie et il ne nous avait pas encore donné d'informations ni pris de rendez-vous avec nous pour nous rencontrer. Il n'avait pratiquement rien fait. J'étais très sceptique sur l'utilité de ce témoin pour nous. J'étais prêt à le renvoyer chez lui parce que je ne croyais pas qu'il nous aiderait. À 2h30, dans la nuit du 17 janvier 1996, l'informateur contacta enfin le FBI par téléavertisseur. Les enquêteurs durent se lever et se rendre à un endroit convenu d'avance. L'informateur leur révéla alors qu'il avait retrouvé Guthrie. Il mangeait avec un ami lorsque celui-ci était arrivé sans s'annoncer. L'informateur avait menti sur les raisons de sa présence à Cincinnati et il avait discuté un peu avec lui. Guthrie l'avait alors invité à le raccompagner jusqu'à sa camionnette pour poursuivre la conversation seul à seul. Ils étaient assis dans le stationnement quand le suspect avait demandé à son ami de revenir au sein du groupe. Il lui avait ensuite montré un fusil d'assaut et un sac de projectiles capable de transpercer des gilets pare-balles. L'informateur put fournir une partie du numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette de Guthrie ainsi que la description du véhicule. Mais les agents doutaient toujours de lui. J'ai demandé à l'agent Woods qu'il organise une réunion au bureau du FBI avec le témoin pour 16 heures le dimanche après-midi. Je ne voulais pas qu'il sache pourquoi il était convoqué, juste qu'il apprenne que je voulais le rencontrer. Puis, je me suis assuré de la présence de notre expert en détecteur de mensonges, car je voulais qu'on lui fasse subir le test pour m'assurer qu'il nous disait la vérité. L'informateur accepta de se soumettre à l'examen. L'examinateur conclut que le jeune homme avait menti au cours du test. Mais celui-ci insista sur le fait qu'il avait dit la vérité. Pour le prouver, il appela l'ami avec lequel il avait mangé. Les agents purent entendre toute la conversation. Spontanément, l'ami lui demanda immédiatement comment les choses s'étaient passées avec Guthrie. Il nous fallait alors prendre une décision. Il s'agissait de croire au résultat du détecteur de mensonges ou de croire que la conversation téléphonique était vraie. J'ai le sentiment qu'on a alors pris la bonne décision. On a cru que la conversation téléphonique était vraie. L'ami avait parlé de son propre chef. L'informateur donna rendez-vous à Guthrie le lundi suivant à l'appartement de leur ami commun. Les agents du FBI constituèrent une équipe pour procéder à l'arrestation. Ils surveillèrent les lieux, prêts à mettre la main au collet du suspect quand il arriverait. L'informateur attendait dans l'appartement. Son ami ignorait qu'il s'agissait d'un coup monté. Guthrie avait promis de venir entre 16 et 17 heures. Mais quand 17 heures sonna, il n'était pas encore arrivé. L'informateur savait qu'il ne jouait pas que sa crédibilité. Il risquait que son entente avec le FBI soit rompue. Si les agents croyaient qu'il leur avait menti, ils le feraient accuser de complicité dans les vols de banque. À 17h20, il n'y avait toujours aucun signe de Guthrie. Le suspect semblait ne pas vouloir venir. Dehors, l'équipe commençait à montrer des signes d'impatience.
C'était Guthrie au bout du fil. Il déclara qu'il pouvait se rencontrer dans une pizzeria à proximité 30 minutes plus tard. L'informateur devait absolument en aviser les membres de l'équipe d'arrestation. Il déclara à son ami qu'il sortait pour acheter des cigarettes. Sous ce faux prétexte, il alerta les agents de l'appel de Guthrie. Ceux-ci informèrent l'unité SWAT du changement de programme. De nombreuses voitures prirent la direction de la pizzeria. Les agents ne pouvaient faire autrement que de se demander s'il s'agissait d'une manœuvre de diversion ou pas. En route, les voitures de police furent séparées à cause de la circulation. En passant devant le stationnement d'une épicerie, un agent aperçut Guthrie. Il fit demi-tour et mit en alerte les autres membres de l'équipe par radio. Guthrie monta alors à bord de sa camionnette et il démarra. L'agent le prit en filature en espérant que le reste de l'équipe le rattraperait rapidement. Il était seul et suivait un suspect considéré dangereux. Mais il n'était pas question pour lui de laisser Richard Guthrie filer. En janvier 1996, le FBI était à la poursuite de Richard Guthrie. Le suspect était soupçonné de 22 vols de banque. Un agent qui était séparé du reste de l'équipe d'arrestation avait aperçu le suspect dans un stationnement de Cincinnati et il avait pris sa camionnette en filature. Il en avait avisé par radio ses collègues. L'équipe rejoignit l'agent. Guthrie ne parvint pas à leur échapper. Il se retrouva dans une impasse. Cerné de toutes parts, il abandonna sa camionnette. L'agent Edwards se lança à sa poursuite. Il rattrapa le tireur. Je travaille au sein des forces policières depuis plus de 20 ans. Et je n'avais jamais vu une expression comme celle que Guthrie affichait à ce moment-là. Il avait l'air de se demander si c'était le temps pour lui d'en finir là, immédiatement, ou s'il devait brandir son arme et tirer sur les hommes autour de lui. Le suspect choisit de vivre. Il se rendit aux policiers. J'ai ressenti un immense soulagement en l'arrêtant. Et le fait que cette arrestation se soit faite sans violence m'a apporté un soulagement encore plus grand. Une fois en détention, Guthrie commença à parler. Il raconta aux enquêteurs comment il était resté en contact avec l'autre suspect, Peter Lundgren. Les deux hommes se laissaient des messages codés sur leur téléavertisseur. Le suspect remit son appareil à la police ainsi que son numéro d'identification personnel. Il ajouta que sa prochaine rencontre avec Lundgren devait avoir lieu à Indianapolis. L'avocat de Guthrie conclut une entente avec le FBI. En échange d'une peine réduite, il pourrait se servir de lui comme appât. Au cours du voyage, les agents eurent de longues discussions avec Guthrie sur des sujets d'intérêt commun. Le suspect se méfia de moins en moins des agents qui l'accompagnaient et il commença à leur divulguer de son plein gré des informations à propos des vols. Il admit également avoir menti aux enquêteurs. Il devait non pas rencontrer Lundgren à Indianapolis, où les agents le conduisaient, mais bien à Columbus, en Ohio.
Il leur donna ensuite l'adresse de l'endroit où il cachait ses armes et son butin. Il ajouta que Langen était lourdement armé. Selon lui, il ne se laisserait certainement pas arrêter sans se battre. Le FBI mit sur pied une équipe d'arrestation à Columbus dès le lendemain matin. La camionnette de Langen était garée devant la maison jumelée décrite par Guthrie. Le plan consistait à attendre que le suspect sorte de chez lui et monte à bord de son véhicule. Dès qu'il se mettrait à reculer, les voitures des agents lui barreraient la route. Ainsi, il ne pourrait pas prendre la fuite. Toutes les rues par où il pourrait s'enfuir étaient fermées. À 9h30, Langen sortit de chez lui, un sac de toile à la main. Les agents croyaient que le sac contenait peut-être une arme d'assaut. Langen monta dans sa camionnette, mais ne mit pas le moteur en marche. L'équipe d'arrestation attendait les ordres. Le suspect resta assis, sans bouger. Les agents ignoraient s'il était en train de planifier quelque chose. C'était comme s'il avait prévu de se faire arrêter. Finalement, le mot d'ordre fut donné. Langen décida de se battre contre les agents. Pour ces derniers, c'était suicidaire. Peter Langen était seul devant plusieurs adversaires. Sa camionnette fut bientôt criblée des balles de l'unité SWAT. En l'espace de quelques secondes, les agents avaient tiré au moins 50 projectiles. Langen survécut. Malgré la pluie de balles, il n'eut que quelques blessures au visage et au dos. Après 2 ans de recherche, les chefs de la bande de voleurs du Midwest étaient enfin en détention. 2 de leurs complices étaient toutefois toujours en liberté. La camionnette était remplie d'armes à feu semi-automatiques, de munitions et de grenades. Dans le sac de toile, les agents trouvèrent un pistolet semi-automatique de 9 mm. C'était le type d'arme utilisé par les voleurs de banque. Dans la maison, on trouva des preuves que la bande était plus qu'un gang de voleurs de banque. Elle contenait une armurerie assez importante pour équiper tout un groupe de terroristes. On trouva des cagoules, des casquettes du FBI, des uniformes de policiers et de fausses cartes d'identité provenant de presque tous les États américains. Les enquêteurs découvrirent un enregistrement parmi des objets de propagande. L'enregistrement en question visait à recruter des jeunes hommes de race blanche dans l'armée de la République aryenne. Une caissière de Columbus avait brièvement aperçu le visage de l'un des voleurs 17 mois plus tôt. Les détectives lui montrèrent plusieurs photos en espérant qu'elle parviendrait à le reconnaître. Malgré les mois écoulés depuis les événements, elle choisit la photo de Langen parmi plusieurs photos d'hommes lui ressemblant. Pendant que Langen refusait de collaborer avec la police, Guthrie acceptait de dire tout ce qu'il savait. Les agents l'interrogèrent 10 heures par jour pendant 10 jours d'affilée. Il se rappelait chaque endroit attaqué, la date et l'heure. La description des 22 vols a nécessité 99 pages de rapport. Mais lorsqu'il fut question des complices recherchés, Guthrie déclara qu'il ne les connaissait que par leur prénom. Le groupe de voleurs de banque était un peu comme une cellule terroriste. Les membres divulguaient le moins d'informations possible aux autres pour se prémunir contre une éventuelle arrestation. Tout ce que Guthrie put dire, c'est que l'un d'eux, prénommé Scott, jouait de la musique. Quant à l'autre, un certain Kevin, il était le neveu d'un policier. Tous deux vivaient à Philadelphie. Ces maigres informations furent acheminées en Pennsylvanie. Au début, l'agent spécial Joe Hendrickson du bureau du FBI de Philadelphie se sentit très accablé devant l'ampleur de la tâche qu'on lui demandait. Je n'avais aucun espoir de pouvoir retrouver ces gens avec ces seules informations. Je me suis assis et j'ai bu un café. Puis je me suis dit, je vais contacter le service de police de Philadelphie.
Peut-être que les dossiers des agents indiquent s'ils ont des neveux, mais je me doutais bien que les dossiers du personnel ne faisaient pas état de ces détails. Dans mon dossier personnel, il n'est nullement question du fait que j'ai des nièces ou des neveux. Le nombre de policiers à Philadelphie s'élevait alors à 7000. N'importe lequel d'entre eux pouvait être l'oncle de Kevin. Les recherches commencèrent à la section des renseignements de la police. Un policier sut immédiatement qui le FBI espérait ainsi trouver. Il recueillait alors des informations sur un groupe raciste de la région. Des agents de la section des renseignements surveillaient ses membres depuis plus d'1 an. Il les avait vus à plusieurs reprises se rencontrer sur la ferme d'un certain Mark Thomas. Au cours des années, le service de police de Philadelphie avait noté les numéros de plaques de voitures de gens qui allaient au rassemblement. À un moment donné, ils ont vérifié la plaque de l'une de ces voitures. Elle était immatriculée au nom d'un dénommé Kevin McCarthy. C'est alors qu'ils ont dit, vous savez, un de nos lieutenants a le même nom de famille. Ils l'ont contacté et découvert que Kevin McCarthy participait au rassemblement de la nation aryenne. Hendrickson assigna une escouade à la surveillance de Kevin McCarthy. On le vit à plusieurs reprises se rendre dans un studio d'enregistrement de Philadelphie. Les agents notèrent les numéros des plaques d'immatriculation des voitures garées devant le studio. Ils vérifièrent dans leur dossier. Une de ces voitures appartenait à un homme appelé Scott Steadiford. Il était le gérant du studio en plus de jouer de la batterie dans le groupe de McCarthy. À partir d'une photo, Guthrie put confirmer qu'il s'agissait bien du Scott avec qui il avait fait le hold-up. Cette même photo fut montrée à un témoin du vol de Des Moines. Il n'eut aucun mal à reconnaître Steadiford comme étant le conducteur de la voiture qui avait servi pour fuir. On envoya un mandat d'arrêt à Philadelphie. Prendre le studio d'assaut présentait trop de risques pour les policiers. De plus, on ignorait qui se trouvait à l'intérieur et s'il y avait des armes cachées. On devait absolument éviter une autre fusillade. Deux agents secrets se firent passer pour un homme et sa fille. La jeune femme demanda à Steadiford à combien s'élevait la location du studio. Elle déclara qu'elle souhaitait enregistrer une chanson pour sa mère. Pendant que Steadiford faisait le calcul, les deux agents constatèrent qu'il était seul et ne portait pas d'armes. Ils s'avancèrent alors vers lui et procédèrent à son arrestation. Le FBI n'avait pas encore obtenu le mandat d'arrêt de Kevin McCarthy. On craignait qu'il ne disparaisse s'il entendait parler de l'arrestation de Steadiford. Finalement, nous avons demandé à son oncle, le policier de Philadelphie, de venir avec nous. Nous étions persuadés que la présence de ce membre de sa famille, de même que celle d'autres policiers, en plus de l'ensemble des événements importants qui venaient de se passer, le convaincrait de coopérer avec nous. L'oncle entra dans la chambre de Kevin au sous-sol. Il prit les armes de son neveu, qui dormait. Ensuite, l'agent le réveilla. Il expliqua au jeune homme qu'il était dans son intérêt de collaborer avec le FBI. Le jeune homme parut accablé. Il offrit de son gré de remettre les armes et les vêtements utilisés lors des vols. Maintenant que tous les suspects étaient en détention, les agents pouvaient considérer cette affaire conclue. Le 3 juillet 1996, Richard Guthrie se reconnut coupable de 19 vols de banque. Il accepta de témoigner contre ses complices. Avec sa coopération, les procureurs croyaient leur victoire assurée. Mais 9 jours plus tard, le témoin se pendit dans sa cellule. Le suicide mettait l'affaire en péril. Cela a causé un problème de taille pour la partie du procureur parce qu'on ne pouvait plus faire subir à Guthrie un contre-interrogatoire
et que ces aveux ne pouvaient plus être utilisés contre Langan. Si le FBI voulait faire juger coupables les autres voleurs de banque, il devrait trouver quelqu'un d'autre pour corroborer les aveux de Guthrie. En 1996, l'affaire contre les voleurs de banque du Midwest était sur le point de s'effondrer sur elle-même. Le chef de la bande, qui avait accepté de collaborer avec la police, s'était donné la mort. Sans son témoignage, les preuves contre ses complices étaient minces. L'agent spécial Joe Hendrickson menait l'enquête à Philadelphie. Ces voleurs de banque étaient très rusés et ils n'avaient pas laissé le moindre indice derrière eux lors de leur vol. Ils étaient masqués, portaient des gants et il était impossible de retracer leurs armes. Hendrickson aida l'oncle de Kevin McCarthy à convaincre le jeune homme de plaider coupable et de témoigner pour la partie du procureur. Mais les procureurs auraient besoin de plus qu'un criminel pour faire inculper les autres. Les enquêteurs se tournèrent alors vers l'homme qui avait attiré les suspects au sein de l'armée de la République aryenne. Mark Thomas avait fait de Scott Stedeford et de Kevin McCarthy des criminels. Thomas publiait un bulletin et il tenait une page web à l'intention des adeptes de la suprématie blanche. Il avait ainsi influencé l'enrôlement de plusieurs jeunes hommes au sein d'organisations racistes et antigouvernementales. On croyait que, même s'il n'était pas personnellement impliqué dans ces crimes, il en avait tout de même été l'instigateur et donc il en était en partie responsable. En nous basant sur les lois en matière de complot, nous avions le sentiment qu'il serait possible de le faire inculper lui aussi pour complot en vue de commettre des vols de banque. Le FBI entrait en contact avec Thomas à sa ferme de Pennsylvanie toutes les semaines. Les agents voulaient en savoir plus sur ses activités, mais plus important encore, ils voulaient qu'il sente la pression sur lui. Ils lui firent comprendre qu'ils le soupçonnaient d'être impliqué et qu'il ne le lâcherait pas d'une semelle. Kevin McCarthy dit alors aux enquêteurs que Scott Stedeford et lui avaient déjà habité chez Thomas. Celui-ci se comportait un peu comme un père avec eux. Il les avait mis en garde contre les guerres raciales à venir. Il avait emmené les jeunes hommes vivre avec lui à Elohim City, une enceinte séparatiste réservée aux Blancs à Oklahoma. Au cours de l'été 1994, Thomas les avait ensuite invités à se joindre à l'armée de la République aryenne. À la mi-octobre, Scott Stedeford avait finalement accepté. Il avait participé à son premier vol de banque 2 semaines plus tard. Le 13 novembre, Thomas avait conduit Kevin McCarthy en Arkansas pour qu'il y rencontre Langan et Guthrie. L'adolescent les avait entendus se vanter d'avoir commis plusieurs vols de banque dans le Midwest. C'est alors que le jeune homme de 17 ans s'était joint à eux. Les agents apprirent également de la bouche de McCarthy que Thomas avait pris $100 à même les sommes d'argent volées comme premier dépôt pour la caisse de soutien à la guerre aryenne. Tout au long de ces mois de rencontre avec Thomas, les agents l'avaient surpris à maintes reprises à taire certaines de ses activités. Ils montrèrent au procureur tout ce qu'ils avaient amassé contre lui. Le bureau du procureur des États-Unis a décidé, en se basant sur les témoignages obtenus, qu'on allait arrêter Thomas, même si on disposait de peu de preuves contre lui. C'était risqué, comme on disait au bureau du procureur, mais on allait obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Thomas apprit alors que le FBI allait le faire accuser de complot. Il accepta de se rendre après avoir invité les médias à assister à l'arrestation. Il déclara aux journalistes que leur présence le protégerait d'un éventuel assassinat. Thomas plaida non coupable lors de la lecture de son acte d'accusation le 4 février 1997. Il demanda à voir les agents du FBI le lendemain. C'est alors que Mark Thomas se dégonfla. Il signa une entente de 7 pages qui corroborait les aveux de Kevin McCarthy. L'issue de l'affaire était maintenant en faveur du procureur.
Ça a été la plus grande surprise de tous ceux qui participaient à l'enquête. L'idée que ce chef d'une organisation raciste décide de collaborer ainsi après seulement 1 jour de détention défiait l'entendement. Mais apparemment, la pression que nous avions exercée sur lui pendant 6 mois, en lui parlant régulièrement, de même que cette nuit en prison, l'avait convaincu qu'il devait revoir ses idéaux. Et comme il l'a affirmé, se réconcilier avec Dieu. Mark Thomas a été condamné à 9 ans et demi de prison. Peter Langen a été reconnu coupable de vol de banque et de possession illégale d'armes à feu. Il a écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Kevin McCarthy a écopé de 5 ans de prison. Son témoignage a aidé à faire juger coupable Scott Steddeford de 2 chefs d'accusation de vol de banque. La Cour a condamné Steddeford à 29 ans et demi de prison. Aux États-Unis, les groupes extrémistes ont le droit d'exprimer leurs croyances. La Constitution les protège tant qu'ils ne franchissent pas les limites de la légalité. Mais s'ils s'adonnent à des activités criminelles, ils croiseront toujours les agents du FBI sur leur route.